Bonjour, on est le 13 octobre 2020. En ce mardi 13 octobre, bon, il pleut. Il pleut, et donc on a de la pluie qui est de l'eau, l'H2O. Ce qui veut dire que l'H2O, enfin, on est continuellement, je veux dire, en contact avec l'H2O. Avec l'H2O, vous prenez un bain, vous lavez votre voiture, vous avez la pluie qui tombe. Voilà, ce qui veut dire qu'on a affaire au quotidien, on a affaire au contact avec des fluides. Alors, le but de cette vidéo va voilà, parler un petit peu de comment peut-on étudier les fluides en général. Les fluides en général. Alors ça, c'est une amorce, bien sûr, à la mécanique des fluides. Hein. Vous aurez compris que c'est le but d'y arriver et de montrer tout ce que, voilà, comment calculer les problèmes de mécanique des fluides. Voilà. Mais sachez que, bon, on est en contact au quotidien avec des fluides, hein. Bon, ne fût-ce que par l'eau que vous êtes en contact au quotidien avec, sans compter si vous allez rouler en voiture, vous avez l'essence, vous mettez voilà, vous avez le circuit de refroidissement qui se met en route quand vous roulez, voilà, et vous avez bien sûr la pression atmosphérique qui est au quotidien présent dans l'atmosphère, dans la couche d'atmosphère, et donc vous y êtes en contact. Hein, bon, et donc tous les jours vous êtes en contact avec des fluides. Donc tous les jours vous baignez avec les énergies, et tous les jours vous baignez avec, des contacts vous êtes en contact avec des fluides. Donc vous voyez que la thermodynamique, vous êtes en contact au quotidien, puisque vous êtes sans cesse en contact avec les énergies, et vous êtes sans cesse en contact avec la mécanique des fluides, puisque en fait vous, vous êtes en contact avec des fluides au quotidien. Alors, avant d'étudier les fluides, parce que le but c'est ça, hein, c'est d'étudier les fluides, parce que les fluides, bon, tout d'abord les fluides c'est un besoin, hein, c'est un besoin. S'il n'y avait pas de pression atmosphérique, bon, on ne saurait pas respirer, hein, voilà, c'est la pression de l'air. S'il n'y avait pas d'air, on ne sait pas respirer, l'être humain ne vivrait pas. S'il n'y avait pas d'eau, l'être humain ne vivrait pas. Voilà, donc il a besoin, voilà, de fluides spécifiques pour ses besoins. Et en plus de ça, il utilise d'autres fluides, autres que la pression atmosphérique et l'eau, bien sûr. Enfin, dans la pression atmosphérique, il respire de l'air, hein, c'est pas ça, mais bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais euh, il utilise les fluides au quotidien pour faire fonctionner les engins. Les engins, ce qu'on veut. Hein, le frigo, la voiture, les turbines, voilà, les compresseurs, les, les, les avions, voilà, les bus, les avions, les tramways, les trains, etc., etc. Au quotidien, bon, on retrouve dans tout ça, dans tout ce que je vous ai cité, des fluides. Par exemple, si je prends la voiture, si vous appuyez sur le frein, c'est un fluide hydraulique qui communique dire, au frein. Euh, voilà, voilà, c'est un circuit hydraulique. Et les circuits hydrauliques, c'est pas ça qui manque. Hein. Dans les bus, dans les avions, pour l'ouverture des bus, c'est de l'air comprimé. Voilà, c'est de l'air comprimé. Voilà, donc on peut retrouver toutes sortes de choses, hein, des pistons, des clapets, des vérins, voilà, bien sûr des systèmes de commande, des systèmes de régulation. On peut trouver énormément de choses. Hein. Voilà, le tout, c'est de faire c'est des circuits qui sont, je veux dire, établis, qui sont étudiés pour faire fonctionner dans un but de manœuvrer quelque chose. Hein, parce que le vérin est apporte une force motrice. Hein, voilà, apporte une force motrice. Bon, à la place de pousser avec une main, on pousse on met un vérin en place et on commande à l'aide d'une commande manuelle. Et dans tout trajet, on peut avoir une commande, bien sûr, logique. Hein. Par exemple, je veux appuyer de deux endroits différents, ou voilà, je veux créer une inversion. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, on peut créer des logiques de construction de circuits, voilà, pour aussi bien les circuits d'air comprimé que pour les circuits hydrauliques à wheel. Voilà, donc on retrouve toutes sortes d'engins
qui sont adossés, je veux dire, au circuit hydraulique. Hein. Voilà. Je pense à des soupapes, je pense à beaucoup de choses. Hein. Voilà. Des dispositifs de réglage, des régulateurs, etc., etc. Enfin bref. Bon, mais les pompes, je vous parlais des pompes, il y a toutes sortes de pompes. Hein. Pompe à engrenage à denture extérieure, pompe à engrenage à denture interne, pompe à palette non équilibrée et à cylindre fixe, pompe à palette équilibrée et à cylindre fixe, pompe à palette à cylindre variable, pompe à piston radio excentrique intérieur, pompe à piston radio à excentrique extérieur, pompe à piston axiaux et axe droit, pompe à piston axiaux à axe brisé. Bref, c'est pas ça qui monte. Hein. Et dans les moteurs, c'est pareil, moteur à engrenage extérieur, moteur gyrotor, gyrolaire, moteur à piston axiaux à arbre rotatif et carter fixe, moteur à piston axiaux à plateau incliné, moteur à piston axiaux à axe brisé, moteur à 3 vitesses et 2 sens de rotation, circuit de gavage, comparaison. Voilà, on peut faire des circuits, comment est-ce qu'on appelle ça à régulation avec comparaison, tralali, tralala. On peut faire tout ce qu'on veut. Toute la logique, on peut s'amuser à faire des logiques. Il y a des gens qui font que ça. Voilà, ils se retrouvent devant un ordinateur et ils mettent en place le circuit pour créer un circuit pour arriver à un objectif au travers de commandes. Donc ça peut être des commandes manuelles ou des commandes on peut avoir des commandes manuelles ou électriques. Commander électriquement, qui va envoyer, je veux dire, qui va commander un dispositif à air comprimé ou un dispositif hydraulique. Donc on peut avoir des commandes électropneumatiques ou électro-hydrauliques. Voilà, on peut faire des circuits électropneumatiques et circuits électro-hydrauliques au travers de schémas. Hein. On établit un schéma avec les vérins, les commandes, le système de commande, les systèmes d'action. S'il y a un système de régulation à mettre, voilà, et bien sûr les sources d'énergie que sont les pompes. Voilà, et donc avec ça, on fait des circuits. Il existe toute une multitude de circuits qu'on peut, en fonction des besoins, créer. Voilà. Ceci étant dit, il existe aussi toute une panoplie d'appareils de mesure, hein, des débitmètres. On peut mesurer le débit, on peut mesurer la pression. Les mesures de pression, c'est pas ce qui manque. Hein, voilà. Il existe pas mal d'appareils pour mesurer les pressions, pas mal d'appareils pour mesurer les débits. Voilà, et tout ça, ça s'étudie. Ça s'étudie. Alors, je verrai une fois, toute une panoplie d'appareils de mesure, mais c'est pas le but ici du jeu, enfin de la même vidéo, je m'excuse, pas du jeu, parce que chaque fois je dis jeu, je sais pas pourquoi, je m'excuse. Bon, alors tout d'abord, quand on commence à faire des études, dans les études, vous ne commencez pas directement par l'étude. Voilà, quand vous faites des études physiques, vous ne commencez pas par le solide. Hein. Vous ne commencez pas par le liquide ou le gaz. Vous ne commencez pas par ça. Vous faites d'abord l'étude des solides. Donc, la référence est l'étude du solide. Puis, quand vous maîtrisez un petit peu le solide, vous pouvez passer à l'étude des liquides et des gaz. Bon, généralement, on scinde. On scinde les solides, les liquides et les gaz. Bon, je vous rappelle que ce sont des états de la matière. Hein, parce que si je prends de l'H2O, c'est une substance. Voilà, la substance ne changera pas parce que vous êtes dans un état différent. Hein. Là, il y a des propriétés, des forces de cohésion qui vont changer, ok, mais c'est pas parce que vous avez des propriétés qui vont changer qu'on n'a plus de l'eau. On a toujours de l'eau. Hein. La substance est toujours là. On a toujours de l'eau. Mais on aura de l'eau à l'état solide qu'on appelle de la glace, en fonction de la température et de la pression, bien sûr. Et on aura de liquide en fonction de la température et de la pression, ou du gaz en fonction de la température et de la pression. Voilà, et ça, si on veut du gaz, il faut outrepasser la température de vaporisation. Voilà. Et si on veut du liquide, il faut dépasser la température de fusion. Si on vient la glace, si on provient, si l'état est solide et qu'on veut aller vers le liquide, il faut une température de fusion. Il faut fondre le solide pour arriver à l'état liquide et il faut vaporiser le liquide pour arriver à l'état vapeur. Et puis si on pousse le bouchon au niveau de la température, on monte à très haute température, on aura un gaz. Voilà. Alors donc on a les trois études
les 3 états de la matière. Il y en a un quatrième qui est l'état condensé qui ne m'intéresse pas ici. Mais généralement, quand vous faites des études, vous faites d'abord l'étude de l'état solide, ensuite de l'état liquide, ensuite de l'état gazeux. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez euh, la démarche, elle est celle-ci. Et alors, bon, vous comprendrez que vous étudierez les lois des solides, vous étudierez les lois correspondant aux solides, les lois des solides, les lois des liquides, et les lois des gaz. La loi des liquides et la loi des gaz. Bon, c'est pour ça qu'on scinde, on peut scinder, hein. Et justement, c'est au niveau physique, c'est la physique qui va venir, la physique, ou la thermodynamique, ou encore la thermochimie. Bon, je vous dis, il n'y a pas de frontière entre les sciences, et donc une science peut aider l'autre à compléter les informations ou à les, je veux dire, mieux les percevoir. Voilà, au travers. Plus on a d'outillage, et plus vous percevrez, je veux dire, le fin fond de la matière. Voilà, bon. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas suffisamment d'éléments, ben, peut-être que la thermochimie vous en apportera d'autres pour voir un peu plus clair. Peut-être que c'est la mécanique des fluides qui vous apportera un peu plus de perception afin de comprendre un peu plus au fin fond des choses les liquides. Voilà. Peut-être que c'est la mécanique des fluides ou la thermodynamique ou la dynamique des gaz ou peu importe, ou la physique qui va vous apporter, bien, je veux dire, voilà, une meilleure compréhension des gaz. De toute façon, c'est pas une meilleure compréhension, c'est que chacun des domaines va vous apporter un plus pour peaufiner, pour compléter et cibler les lois des glaces. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de frontières. On peut avoir plusieurs domaines, voilà, et bien sûr, l'être humain a scindé en domaines, parce que pour moi, ça reste de la science. Hein. C'est de la science, point. La science, j'ai toujours dit, c'est universel. Donc, on peut, dans cette science, faire des mélanges, apporter des outils mathématiques, des outils thermodynamiques, des outils thermochimiques, des outils physiques, des outils mécaniques, etc., etc. Voilà. Et donc, ça, généralement, bon, l'homme fait des subdivisions et il étudie ça, par exemple en ses débuts, au niveau des cours de physique. Alors, la physique est décomposée aussi. Hein. On décompose la physique, voilà, on étudie la dynamique en physique, on peut étudier la cinématique, on peut étudier la statique, on peut étudier voilà, un petit peu de mécanique des fluides. Mais maintenant, quand ça devient un peu trop spécialisé, mais la physique va donner à la mécanique des fluides, bon, le relais. Et c'est la mécanique des fluides qui va avoir des outils plus conséquents. Hein, je pense à, voilà, aux outils voilà, des équations vectorielles, des fonctions vectorielles, des équations vectorielles, avec bien sûr des divergences, voilà, des divergences, la divergence d'un vecteur, voilà, le vecteur, voilà, le nabla, voilà, d'une fonction vectorielle, le, le nabla, la divergence, le rotationnel, etc. On a des outils complémentaires mathématiques qui sont plus voilà, utilisés dans un domaine qui est la mécanique des fluides. La mécanique des fluides. Voilà. Donc, la physique, oui, va étudier un petit peu des lois des gaz, mais elle ne va pas aller au fin fond des choses. Parce que si maintenant on va au fin fond des choses sur les lois des gaz, bon, le cours de physique, je veux dire, il prendra toute l'année l'étude des gaz. Mais bon, l'année d'après, c'est quoi l'année d'après, les compétences seront aussi sur uniquement les lois des gaz. C'est moi, il y a des choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on étudie un petit peu les gaz en physique. Et après, bon, si vous voulez étudier les gaz, ben, vous les laissez à la thermodynamique. La thermodynamique il étudie très bien les gaz. Voilà. Idem pour les liquides. La physique intervient bon, au niveau des liquides, dans les explications des lois des liquides, mais ne va pas très loin. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait une année complète pour voir uniquement les liquides. Donc à ce moment-là, elle attribue voilà, à la thermodynamique, ou à la mécanique des fluides, ou encore... oui, la loi des gaz, on peut la voir en mécanique des fluides, en thermodynamique,
thermochimie, idem pour les liquides, thermochimie, thermodynamique et mécanique des fluides, et encore d'autres domaines. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est parce qu'en fait, ces domaines-là sont tellement vastes qu'il faut, à un moment donné, bon, s'arrêter dans l'étude et laisser d'autres, voilà, d'autres domaines s'en occuper correctement, parce qu'ils sont plus spécialisés là-dessus. Ils sont spécialisés. Alors que bon, là, quand on voit regarde la physique, c'est généralisé. Voilà, ça, on voit des joueurs générales. Voilà. Mais maintenant, on ne sait pas voir tout en physique, parce que c'est immense. Donc à ce moment, on attribue à des domaines différents, qui vont étudier, je veux dire, les solides, les liquides et les gaz. Bon. Alors, vous comprendrez que les solides, liquides et les gaz, les solides, liquides et les gaz, vont constituer ce qu'on appelle des substances. Hein. Voilà, c'est une substance. Une substance, avant d'être un solide, liquide et gaz, il faut que le corps existe. C'est une substance, un corps, voilà, c'est de l'existant. C'est de l'existant. Alors, quand je dis substance, corps, c'est peut-être un mélange, ça peut être un corps pur ou un mélange. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, on a la consistance je veux dire, de quelque chose de palpable pour lequel on peut faire une étude. Une étude, pourquoi? Pour mieux cibler, donc la substance, le corps existant, et de manière à pouvoir bien sûr l'utiliser. Auquel cas échéant, connaissant ses je veux dire, ses propriétés, ben, on peut le mettre dans un domaine d'emploi. Après l'avoir étudié, on peut le mettre dans un domaine d'emploi. Donc il devient, je veux dire, c'est une substance qui va être utilisée pour des bienfaits pour l'être humain. Voilà, donc en fait, mais avant tout, il faut étudier les lois qui sont en relation avec la substance, avec l'état, l'état de la substance, soit la substance est dans un état solide, et alors bon, elle subira, enfin, elle répondra aux lois des solides, soit la substance sera dans un état liquide, elle répondra aux lois des liquides, et si la substance est bien sûr sous forme de gaz, bien, elle répondra aux lois des gaz. Voilà. Alors, cette vidéo aussi, justement, va mettre en relief d'abord une approche de l'étude des fluides. Une approche de l'étude des fluides en mettant en relief les domaines pour lesquels on va utiliser pour faire l'étude que j'ai citée ici. L'étude, bon, si on veut étudier un fluide. Voilà. Alors, si vous voulez étudier, d'abord, j'avais dit tout à l'heure qu'on commençait, quand on commence à faire des études, ben, les premiers stades des études, ben, vous faites l'étude des solides. Hein, vous faites d'abord l'étude des solides, loi des solides. Alors, dans l'étude des solides, ben, il existe différents domaines qui étudient les solides. Ben, la résistance des matériaux. Bon, on peut retrouver en chimie, hein, la chimie peut parler des états solides, voilà, la cristallographie, on peut dire la connaissance des matériaux, la mécanique, et dans la mécanique, bien sûr, on distingue. Hein. Ah ouais, parce que je le verrai par après que la mécanique, on va distinguer la physique, etc. Donc, le solide est étudié dans tous ces domaines-là. Et alors, je mettrai 3 petits points, bien sûr. Hein. Je mettrai 3 petits points parce que c'est pas exhaustif ce que j'ai mis là. C'est, je veux dire, l'étude du solide, on l'étudie dans ces domaines-là. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, et les liquides? Et les liquides, c'est pareil. Les liquides, c'est pareil. On peut étudier les liquides en résistance des matériaux. On peut étudier, voilà, parce que, voilà,
Parce que maintenant, on a du consistant, parce qu'on connaît les lois des solides, on sait comment aborder les études, eh bien, on fera pareil pour aborder les lois des liquides, en ayant une vue sur les solides. On sait comment étudier les solides, ben, on fera une recopie, en se disant, ben, bon, ben, comme on a fait comme ça pour étudier les solides, comme on a été par ce chemin-là, ben, on connaît le chemin pour étudier les liquides, puisque le solide a été étudié d'une certaine façon, et je vous dirai comment c'est étudié, et on prendra, je veux dire, les mêmes mécanismes d'étude des solides pour étudier les liquides. Voilà. Alors bon, je rajouterais que bon, on peut étudier la résistance des matériaux liquides. Hein. On peut étudier en chimie, on peut avoir faire des études de liquide en chimie. Voilà. Alors, on peut étudier voilà, la connaissance des matériaux liquides. Un liquide n'est pas un autre, on peut étudier chacun des liquides séparément. On peut avoir la mécanique des liquides, et les liquides s'étudient aussi en physique. Et alors, on peut étudier aussi en mécanique des fluides les liquides, puisque les liquides, comme son nom l'indique, enfin, comme son nom l'indique, non, mais les liquides sont des fluides. Donc, on va rajouter ceci. Je vais rajouter qu'on peut étudier en mécanique des fluides. Je ne sais pas pourquoi il ne me le prend pas là. Bon, je vais recommencer mon coup. Alors, donc, les liquides pourraient être étudiés aussi en mécanique spécifique qui est la mécanique des fluides, en thermochimie, on pourrait étudier les liquides en mécanique des fluides, thermochimie, thermodynamique, etc. En hydrostatique, ainsi de suite. Bon, je mets 3 petits points. Voilà, alors maintenant vous allez me dire, ouais, quand vous connaissez bien les liquides, à ce moment on peut passer aux lois des gaz. Hein. Alors bon, il y en a qui sont pressés, ils voient directement les lois des gaz, pourquoi pas. Voilà, ils pensent apporter une importance capitale au gaz, alors que bon, tous les 3 états de la matière sont aussi importants les uns que les autres. Hein. Voilà, ils se complètent. Il n'y en a pas un qui est plus prépondérant que les autres. Hein. Ils se complètent, les lois se complètent. Donc en fait, l'idéal c'est de bien voir les lois des solides et puis la loi des liquides et ensuite les lois des gaz. Bon, mais généralement ça se passe pas comme ça parce que les écoles sont pressées d'avoir de fournir des compétences, donc en fait ils mélangent, ils font des mélanges. Bon, et c'est là que les élèves commencent à perdre pied parce qu'en fait ils commencent à mélanger. Alors, et là de nouveau, on va retrouver l'étude des lois des gaz en mécanique des fluides, on peut l'étudier en thermochimie, thermodynamique, voilà. La pression atmosphérique, on peut l'étudier aussi en hydrostatique, hein, parce que c'est voilà, on peut avoir l'étude des vapeurs, l'étude des voilà, en thermodynamique, etc., etc. Et quand ça devient trop ciblé, à ce moment-là, on peut changer de domaine. Hein. Voilà. Si maintenant il y a des applications derrière tout ça, des applications, voilà, si le fluide est utilisé en tant que fluide hydraulique et que vous voulez étudier les fluides hydrauliques avec les circuits qui permettent de mettre en œuvre voilà, cette source d'énergie qui est le fluide hydraulique, à ce moment-là, bon, vous allez tomber dans un cours voilà, de circuit hydraulique. Hein. Alors, si maintenant le fluide est de l'air comprimé, ben, vous allez étudier tous les ustensiles, et les outils qui permettent de créer un circuit d'air comprimé. Et là, vous êtes voilà, dans un autre domaine qui est l'air comprimé. Hein. Voilà, donc vous voyez que plus on se cible et plus on retombe dans des nouveaux domaines. Hein. Plus on se cible, si vous ciblez trop en thermodynamique, vous pouvez retomber bon, en thermométrie. Voilà, thermométrie. Si vous ciblez de trop, vous pouvez retomber sur l'étude des turbines. Si vous ciblez de trop, vous tombez sur le froid industriel. Donc la thermodynamique lâche du lest aussi. Elle lâche du lest. Donc à un moment donné, la thermodynamique, oui, mais à un moment donné, s'il y a une trop grande spécialisation, elle lâche du lest, elle laisse un nouveau cours. Et c'est comme ça qu'un nouveau cours
un nouveau domaine, je veux dire, apparaît. C'est quand, à un moment donné, la thermodynamique, pour éviter d'être trop élargie, ben, délègue à un autre domaine plus spécialisé. Donc en fait, on a des domaines spécialisés ici. On a des domaines spécialisés. Bon, ici, c'est ce sont des généralisations, voilà, mais à un moment donné, quand ça devient trop spécialisé, on attribue, on crée un nouveau domaine. On crée un nouveau domaine. Voilà. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il n'y a pas de frontière à tout ça. Tout ça fait partie de la... Voilà, la technologie est universelle. La technologie utilise les bienfaits de la science. Et la science est universelle, la technologie est universelle, donc fatalement, ces domaines se complètent. C'est pas que, c'est pas que ces domaines sont des frontières, non. Chaque matière peut s'accaparer la matière d'un autre domaine. Bon, ça n'a aucun... Je veux dire, là, il n'y a pas de... La science ne fait pas ça. J'ai déjà dit, la science ne fait pas de discrimination. La science ne scinde pas au point de dire, bon, c'est l'homme qui a scindé, mais parce qu'il a vu que ça devenait à un moment donné trop spécialisé, trop important, euh, que pour devoir mélanger avec d'autres choses qui sont un peu plus généralisées. Voilà, mais au bout du compte, on peut faire des mélanges. C'est pas un problème. Alors maintenant, donc, on sait bien que quand on va étudier les fluides, ben, les fluides, qu'est-ce que c'est? Je définirai les fluides plus tard, puisqu'en fait, la notion de fluide, avant de parler de fluide, il faut parler de force. Voilà, de force. Alors, comme je ne parle pas ici de force pour l'instant, bon, je ne peux pas définir un fluide. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un fluide peut être un gaz ou un liquide. Le fluide, ça peut être un gaz ou un liquide. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant parce que je n'ai pas accordé suffisamment d'informations pour dévoiler ce que c'est qu'un un fluide, Mais sachez que la notion de fluide nécessite donc l'usage de notion de force. Hein. Parce que on peut parler de fluide, parce que un fluide, ça coule. Voilà. Pourquoi ça coule? Parce qu'il y a des forces, euh, qui agissent. Et c'est pour ça que ça coule. Voilà. Et je dirais même des forces spéciales. Hein. Je vous le verrai par après. Alors, donc ici, on a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors, euh, quelles sont les variables qui peuvent entrer en jeu là-dedans? Ben, voilà, on a d'abord une substance. La première des choses, c'est de savoir que on a une substance. Ça, c'est la première des choses à savoir. On a une substance en présence. Et que cette substance a un état solide, liquide ou gazeux. Alors, cette substance, bien sûr, peut être soit au repos, voilà, ou en mouvement. Alors, suivant le repos ou le mouvement, ben, on va décrire le type voilà, de domaine ou de prédilection voilà, où on sera. Alors, si je prends les solides, ben, le repos, on l'étudie en mécanique, en physique bien sûr, mais on l'étudie en mécanique. Si vous voulez être plus spécialisé, vous l'étudiez en mécanique, dans un domaine qu'on appelle la statique. Voilà. Ça, c'est si le corps est au repos. Par exemple, un solide est au repos. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour les fluides, qui sont, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un M ici, alors que c'est un gaz, pas grave. Les fluides, de toute façon, je vais changer de couleur. Et je vais le mettre même un peu plus loin. Voilà. Les fluides, ce sont les liquides et les gaz. Les fluides, ce sont les liquides et les gaz. Donc, je vais reprendre ici. Euh, voilà le liquide. Et voilà le gaz. Alors, ces deux-là, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle les fluides, hein, que je n'ai pas encore défini. Voilà, ça, ce sont les fluides. Les fluides, ce sont les liquides et les gaz. Alors,
ben, une substance peut être au repos, ben, une substance peut être solide. Donc là, au niveau solide, vous étudiez la statique. Hein. La statique, un corps au repos, vous l'étudiez en statique. Bon, mais c'est la même chose pour les liquides, pour les fluides. Hein. Bon, s'il est au repos, vous allez étudier la mécanique des fluides. Voilà, on aura la statique des fluides. La statique des fluides, non pas la statique du solide. Alors, s'il est en mouvement, là, il y a deux cas de figure. Si on étudie uniquement les vitesses, ben ça s'étudie en fonction du temps, bien sûr. La position, la vitesse en fonction du temps, ça s'étudie en cinématique. Voilà. Et il en est de même pour, ça c'est pour le solide, pour les fluides, on aura la mécanique, la cinématique du fluide. Si on étudie que uniquement un corps fluide en mouvement. Voilà. Mécanique. Là, on aura la mécanique des fluides, cinématique du fluide, comme on aura la statique du fluide. Alors, maintenant, si vous avez toujours un corps en mouvement, vous vous intéressez aux forces d'interaction qui provoquent ces mouvements, à ce moment-là, vous aurez compris que vous allez utiliser pour le solide la mécanique toujours, la mécanique ou la physique, mais bon, généralement, c'est un cours de mécanique qui est plus, plus ciblé, la dynamique. Voilà, et il en est de même pour les fluides. On peut faire de la dynamique des fluides. Donc vous voyez que l'analogie, mais pour ça, il faut bien connaître ce que je vous ai dit, les solides. Une fois que vous connaissez les solides, mais il est aisé de passer de l'étude de l'un à l'autre. Les études seront assez aisées, puisqu'en fait on a déjà voilà, pas mal d'outillages qui permettent de passer de l'un à l'autre. Bien sûr, avant toute chose, quand on fait de la mécanique, bien sûr, on étudie d'abord les forces. Hein. Les forces. Voilà, on étudie les forces. Bon, maintenant, voilà, donc on aura une substance au repos ou en mouvement, que ce soit pour le solide ou le liquide. Eh bien, ce sera vrai aussi pour le fluide qui sera... bon, il faudra faire l'étude, voilà, l'étude qui s'apparentera à celle du solide, de la mécanique, de la statique du fluide. Si c'est un fluide de repos, étude des vitesses en fonction du temps pour la cinématique du fluide, s'il s'agit d'un fluide bien sûr, et de la dynamique du fluide si on veut s'intéresser aux forces qui créent le mouvement. Alors bien sûr, dans la dynamique, il y a la quantité de mouvement. Hein. On retrouve la quantité de mouvement, P est égal à mv pour le solide. Voilà, mais ces notions-là sont cachées aussi, là-dedans. Hein. Voilà, elles sont cachées sous des autres voilà, habits, des autres attributs. Mais en fait, on sait bien que on aura les quantités de mouvement qui apparaîtront aussi. Les lois des solides apparaîtront au niveau de la loi des liquides. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des lois homologues. Des lois homologues. Il y aura des lois homologues. Voilà, il y aura des lois homologues. Des lois homologues. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Je vais vous dire tout ce qui est important. Pour l'instant, je ne fais que appréhender le fluide, les fluides. Je n'ai pas encore défini les fluides. Je vous dis tout simplement, je vous donne les outils pour lesquels on va parvenir à faire l'étude des fluides. Pour l'instant, on a beaucoup de bagages, hein, parce que je vous dis qu'on peut tirer des enseignements de ce qui existe, de ce qui est connu. À partir de ce qui est connu, on peut commencer à définir ce qu'est un fluide. Ce qu'est un fluide. Bon, alors maintenant, je vais mettre un petit peu les enjeux. Les enjeux dans la mécanique des fluides.
ben, c'est par rapport à ces variables. Mais avant de parler de variables, je vais vous montrer qu'est-ce qui vient avant de parler des variables. Avant de parler des variables, on a une substance. Il faut savoir qu'on a une substance. Voilà. Qui dit substance dit système. C'est un système. On parlera d'un système comme on parle de système en thermodynamique. Donc on a le système d'études et bien sûr le milieu extérieur. Bon, maintenant je me situe purement en mécanique des fluides. Donc le système est un fluide ici. Donc on a le milieu extérieur et le système est un fluide. Donc je considère le système comme étant un fluide. Bon, je n'ai pas encore défini ce que c'est que la notion de fluide. Je vous le dirai tout à l'heure. Ou peut-être dans une autre vidéo. On verra. Alors, voilà. Donc on a le système ici est un fluide. Alors pourquoi un fluide? Parce qu'on a déjà une substance de présente. On a de l'existant. On a un existant et cet existant a un état soit liquide ou gazeux. Donc on a de l'existant. Alors cet existant, bien sûr, c'est du palpable. On peut toucher. Peut-être qu'on ne peut pas voir, hein, tous les gaz on ne les voit pas. Voilà, donc c'est du palpable, peut-être de l'invisible. Bon, en tout cas, palpable, je veux dire, même s'il est invisible, on peut le palper au travers des appareillages. Hein. On peut voir l'existence voilà, d'une consistance. Hein. Même si elle est invisible, on peut le voir dans des appareils de mesure. Hein. Voilà. On peut se dire qu'il y a une pression qui existe, même si le gaz, on ne le voit pas, via des appareils de mesure. On va mettre des détecteurs, des capteurs et tout ce qui s'ensuit. On peut détecter tout ce qu'on veut, capter tout ce qu'on veut. Et voilà, savoir qu'on a la présence d'une substance, avec des paramètres, des propriétés que je vais énoncer par après. Alors, le système fluide, c'est l'existant. Alors, maintenant, ça veut dire que là, le système fluide, il a une morphologie. Voilà, c'est la première chose à savoir, c'est qu'il y a une morphologie. Ou tout au moins, le système, on lui attribuera une morphologie. Même si le système n'a pas une forme propre, on attribuera au système une morphologie. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire une étude sur quelque chose. Alors, l'étude se fera sur une morphologie qui était, par exemple, un volume, par exemple, un cylindre. Alors, il est fréquent de faire des études en thermodynamique, en mécanique des fluides, sur des cylindres. On peut avoir des cylindres horizontaux ou verticaux. Hein. Voilà. Oui. Je disais tout à l'heure, avant d'arriver, avant de vous parler de ceci, ben, il existe les liquides, les solides, liquides et gaz, comme je vous disais. La différence est dans les forces de cohésion. C'est juste ça. Hein. Les solides, ils ont de grandes forces de grandes forces de cohésion. Les liquides ont moins de force de cohésion et les gaz n'ont plus de force de cohésion. Ils sont lâchés à eux-mêmes. Ce qui veut dire que liquide et gaz ont besoin d'un récipient. Je dirais le liquide d'un récipient parce qu'il subit un écoulement et le gaz, comme il subit un échappatoire, ben, on le met dans un réservoir. Donc pour éviter l'échappatoire du gaz. Ce qui veut dire que les gaz et les liquides sont enfermés dans des contenants ouverts, qui peut être ouvert pour un liquide, voilà, il peut être fermé aussi, mais en tout cas pour le gaz il doit être fermé, parce que sinon on a un échappatoire de gaz, et donc ce qui veut dire que les fluides qui sont les liquides et les gaz nécessitent, je veux dire, voilà, soit des récipients, soit des réservoirs de stockage. Bonbonnes ou voilà, toutes sortes, tout ce qu'on veut. Réservoirs, voilà, tout ce qu'on veut. Voilà, et ça c'est un cas de morphologie qui est un volume. Un volume qui est un cylindre, on va dire, c'est un système, hein. Attention que c'est un système. Hein. C'est un système. Alors, voilà, c'est un système. Alors qu'est-ce que c'est que ce système-là? Ben, c'est une morphologie, hein. C'est un volume. Point. Attention que c'est pas une canalisation, hein. Parce que c'est vrai qu'ils doivent être enfermés dans une canalisation. Maintenant, si je devais mettre une canalisation, je vais essayer de la mettre ici. Voilà, voilà la canalisation. La morphologie que je vous dis, le volume, c'est une vue d'esprit, que c'est une voilà quelque chose qu'on idéalise,
on extrait de la vue d'esprit pour faire une étude. Parce que le but, il est là, c'est d'étudier correctement. Là, maintenant, je viens de mettre le milieu extérieur. Là, le milieu extérieur, ici, c'est une canalisation. Voilà. Le milieu extérieur, c'est ceci, c'est la canalisation. Voilà. Pas confondre le système et le milieu extérieur qui est ici la canalisation. C'est pour ça que je dis que c'est une vue d'esprit. Hein. Le système est une vue d'esprit. Voilà, pour faire des études, il faut d'abord avoir la vue d'esprit de ce que l'on veut étudier. Voilà, via un tube de courant. Et ici, c'est un tube de courant. Hein. J'aurais pu en prendre un autre. Voilà. Mais attention qu'ici, le monde extérieur, ici, c'est la canalisation. Voilà. Et le système est le tube en noir. Voilà. Alors j'aurais pu prendre un autre système, hein. Je sais pas moi, je prends un autre système qui a un autre tube à l'intérieur, un plus petit tube, un plus petit tube de courant. Voilà, je vais me situer, par exemple, je prends le système qui est ici, je sais pas comment, je vais regarder tout de suite, là, celui-ci, là, je reprends un tube ici au centre. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais raccrocher, prendre un tube de courant. La meilleure étude qu'on peut faire dans un cas de volume comme ça, c'est le tube de courant. Hein. C'est le tube de courant. Mais c'est pas toujours des tubes. La morphologie n'est pas toujours un tube de courant. Voilà. Alors on pourrait étudier ceci. Voilà, le tube ici. Un tube de courant ici. Ben, les tubes de courant, c'est voilà, le système. Hein. On fait ce qu'on veut avec le système. Voilà, voilà, donc ça aurait pu être mon système. Bon, ben, c'est un tube de courant. Donc la morphologie ici, c'est un tube de courant. Donc je peux étudier aussi un volume. Hein. Voilà, mais attention qu'ici, j'ai mis un volume horizontal. Ben, j'aurais pu mettre un volume vertical. Si mon système d'étude il est comme ceci, voilà, attention que c'est un tube de courant, c'est pas une canalisation, ça n'a rien à voir. Hein. Canalisation constitue le milieu extérieur du système, s'il est dans une canalisation, bien sûr. Hein. Voilà, parce que le milieu extérieur, c'est pas forcément une canalisation, ça peut être le désobage d'une turbine, ça peut être le cylindre et piston d'une machine, voilà, hein. Ça peut être aussi une canalisation fixe, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc en fait, le milieu extérieur, ça peut être tout ce qui est en contact avec tout ce qui n'est pas système. Tout ce qui n'est pas système et qui est, je veux dire, voilà, le système fluide est parfaitement délimité par rapport au milieu extérieur, qui l'entoure, bien sûr. Voilà. Donc on délimite le système. Donc c'est la première chose à faire. Alors le système peut-être, bon, j'ai mis ceci, des cylindres, mais on n'a pas que des cylindres. On peut avoir des morphologies un peu de volume, un peu de toute nature. Hein. Je peux prendre une morphologie comme ceci. Ouais, je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Voilà. Une espèce de patate. Voilà. Et à ce moment, la patate, je peux la découper au travers d'une surface. J'ai une surface. Bon, oui, les vues. J'ai oublié de vous parler des vues. Les vues de ce volume, ben, on pourra regarder en vue de face et regarder ce qui se passe en vue de face. Ou alors faire un plan de coupe. Hein. Je fais un plan de coupe comme ceci. Voilà, et je regarde de face. Donc là, j'aurai un rectangle. Donc si je regarde en latéral comme ça, en latéral, en fonction de la coupe ici, hein, je vais faire une coupe. Voilà, si je fais une coupe ici, je verrai un rectangle. Hein. Voilà, tout ça va disparaître dans ma coupe. Si on regarde de face, on va regarder, on va voir un rectangle.
Voilà. Là, on verra, bon, un rectangle si vous regardez de face. On verra ceci. Voilà, c'est un cylindre qu'on voit de face. Voilà, ça, enfin, je vais mieux le faire parce que c'est vrai qu'ici, c'est... Voilà, on verra plutôt ceci. Voilà. Ça, c'est si vous regardez de face. Maintenant, si vous regardez en face voilà, de la base ici, bah, vous verrez un cercle. Hein. Voilà, l'étude, à ce moment-là, vous ferez une étude sur un cercle et pas... donc on peut faire une étude sur un cercle, sur un rectangle, sur un, voilà, un volume. Et là, vous voyez que j'ai mis une surface. Voilà, la surface ici. Et qui découpe un volume en deux parties. Ouais, ici déjà, j'ai raté ma surface. Je vais mettre tout de suite. Je vais recommencer tout ça. Voilà. Alors, supposons que ma surface, c'est ceci. Voilà, une espèce de patatoïde. Et là, ben, je décompose ce patatoïde en, voilà, en une surface comme ceci. Voilà. Et ça, c'est ma surface. Hein. Bon, ça veut dire que voilà, j'ai un volume. Et ça, c'est la surface. C'est une découpe. Alors, je peux extraire cette partie-là. Hein. Je peux prendre la partie ici. Voilà. Ah non, ça ne va pas, ça. Ou pourquoi pas, je peux l'effacer. Voilà, je peux l'effacer. Je peux prendre la partie... Bon, il y a deux parties. Hein. La surface décompose en deux parties. Voilà, j'ai là partie 1 et partie 2. C'est un volume. Attention que c'est un volume. Hein. Voilà. C'est comme on va dire, on aura un ballon de rugby là, avec... voilà. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à voir, mais voilà. C'est un volume. Mais ça, c'est une surface. C'est une découpe du volume en deux parties. Voilà, c'est une surface. C'est une section. On va dire une section. C'est une coupe. Alors si je fais une coupe, à ce moment-là, la partie-là va disparaître. Comme ceci. J'aurais dû bien le faire dès le départ. Je vais essayer de recommencer ça. J'essaie de recommencer pour faire une belle coupe. Voilà. Je vais faire une belle découpe. Donc on peut avoir un volume, une morphologie d'un système qui est un peu... Le système, bon, c'est pour l'étude. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Là. Il y a une morphologie du système. Dans la mécanique des fluides, c'est comme ça. Alors, je prends donc un espèce de ballon rugby. À ça, je fais une section en deux parties, en espérant que ça va aller. Ouais, ça devra aller. Ça devra aller. Voilà, ça devra aller. Alors, ça, c'est une section, bien sûr. On coupe en deux. À ce moment-là, je prends la partie là. Voilà. Et maintenant, là, ça veut dire que j'ai découpé cette partie-là pour étudier les forces qui vont agir de ce côté-là, de la section. Voilà. Et là, bien sûr, il y a plus de repos. Hein. Si je considérais le système comme étant en repos, là, il n'est plus au repos, parce que voilà, un liquide, ça coule. Hein. Et si vous le coupez comme ça, au niveau imaginaire, ça veut dire que là, il n'est plus en équilibre. Hein. Là, vous avez rompu l'équilibre. Voilà, on a rompu l'équilibre. Bon, alors, on peut avoir aussi quoi? Ben, on peut avoir un système qui est un cylindre horizontal. Pourquoi pas? Attention que c'est mon système, hein, c'est pas une canalisation, ça n'a rien à voir. Hein. C'est encore un tube de courant. Mais cette fois-ci, il n'est pas... il n'est pas... Les tubes de courant, enfin, les tubes de courant sont très bien... bon, sont des outils, de très bons outils pour être utilisés en mécanique des fluides. Hein. Il n'y a pas qu'en mécanique des fluides qu'on utilise le tube de courant, je vous l'ai déjà dit. On l'utilise en électricité, parce que dans l'électricité, bon, on a des électrons qui circulent, voilà, dans un conducteur. Attention que ça, c'est pas un conducteur, c'est pas une canalisation, je vous rappelle. Hein. Voilà, c'est un tube, c'est un système, un tube de courant. Voilà. Et donc, les tubes de courant, on les utilise aussi au sein des conducteurs. C'est un système qu'on isole au sein du conducteur pour étudier la mobilité des électrons, par exemple. Voilà, la mobilité des électrons. Donc ici, voilà, on peut étudier un tube de courant. Attention, je vous répète encore une énième fois, c'est pas une canalisation, puisque la canalisation peut être
S'il est dans une canalisation, la canalisation est une, comment est-ce qu'on appelle ça, est le milieu extérieur. Alors qu'ici, moi, je parle de système, morphologie de système. Bon, alors maintenant, le système peut être une surface. Surface, par exemple, comme ceci. Quelconque, hein. On extrait une surface. Voilà. Alors, par exemple, je mets une force sur cette surface-là. Voilà, ça peut être une, voilà, ça peut être une ligne, hein. Ça peut être une surface, une ligne, un volume. Ça peut être une ligne. Voilà, là, j'étudie les forces sur la ligne. Donc, la morphologie, ça peut être un volume, une surface, une ligne, peu importe. Donc, en tout cas, la morphologie du système sera un volume, une surface ou une ligne. Bon, ça dépendra, voilà, de ce qu'on veut faire comme étude et bon, comment on va appréhender la chose, comment on va imaginer le système pour pouvoir commencer à aborder l'étude. Bon, donc la première des choses quand on fait une étude, c'est de mettre en place le système. Le système, voilà, fluide, parce qu'ici on en mécanique de fluide, on met le système en place. Bon, je vous rappellerai aussi qu'encore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que j'avais expliqué ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait on va tirer beaucoup de choses de la résistance des matériaux. Hein. Bon, là, dans la résistance des matériaux, il y a déjà des volumes tout construits pour étudier par exemple des facettes d'un fluide. Hein. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en résistance des matériaux des solides. Ben, on s'accapare un petit peu de la résistance des matériaux des solides pour s'accaparer par exemple voilà, des volumes qui sont je vais vous montrer ici. On peut mettre soit des parallélépipèdes rectangles pour étudier voilà, les contraintes sur des facettes. Ouais, donc on a besoin de facettes. Alors pour ça, je vais vous montrer. Alors on peut avoir, bien sûr, un système orthonormé étant posé, on peut étudier des contraintes sur un système d'axe trirectangle. Bien sûr, attention qu'il est trirectangle, orthonormé, hein, parce que sinon, bon, voilà, donc on peut étudier voilà, l'étude de voilà, de mécanique des fluides au travers des facettes comme ceci. Ah, j'ai mal fait mon coup. Je vais recommencer tout ça. Donc on a un système d'axe trirectangle x, y, z parce qu'on étudie dans l'espace. Hein. Bon, on peut étudier sur une surface ou dans l'espace, je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut faire une étude spatiale. Voilà. Et donc, une étude spatiale, ça veut dire que la substance est dans un premier temps géométrique. Hein. Elle existe. Elle existe. Elle existe, donc on va passer d'abord par un cap géométrique avant de mettre des paramètres physiques. Elle existe au niveau morphologique. Le système existe au niveau morphologique. Donc c'est d'abord un aspect géométrique. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. On a l'aspect morphologique du système. Ici, le système, ici, c'est des facettes. Et on peut étudier contraintes sur des facettes. Et comme la résistance des matériaux solides étudie très bien ça, ben voilà, c'est un cas de figure de ce qui a été pris à la résistance des matériaux. Ou alors on peut avoir un parallélépipède rectangle, hein, pourquoi pas, on peut avoir, voilà, avec un système d'axe, bien sûr, un système d'inertie, un système référentiel posé, bien sûr, bon, x, y, z, quelque part on peut étudier les contraintes sur voilà, un parallélépipède rectangle comme on fait en résistance des matériaux. Voilà. Donc on va rechercher des choses de l'existant. On ne parle pas de vol, hein, il ne s'agit pas d'un vol, c'est pour ça que je vous dis que les frontières n'existent pas. La science est universelle, il n'y a pas de vol, on ne s'accapare rien du tout. C'est parce qu'en fait, voilà, on sait de l'existant, de ce qui existe pour établir des lois de mécanique de fluide. Voilà. Donc il n'y a pas de vol, hein, ici, on ne peut pas parler de vol, il n'y a pas de frontière entre une matière voilà, d'un domaine à un autre. La résistance des matériaux, elle est là pour être utilisée pour les solides, mais elle aide aussi la mécanique des fluides, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est ce qui se passe ici. Ici on a un parallélépipède rectangle, bien sûr, avec un système posé. Hein. Bon, dès le moment où on veut faire des études géométriques, voilà, on a un système de référence qui est posé. Voilà, le système de référence étant posé, ben là on peut commencer à établir, bon, soit des coordonnées, parce que quand on met un système de référence,
Pourquoi un système de référence? Ben, c'est pour positionner des points. Positionnement des points géométriques. Positionnement de points géométriques. Donc X, Y, Z. Par exemple, voilà, c'est un exemple, hein, en fonction du temps, ou en absence du temps. Soit on est en repos, soit on est en mouvement, soit on a, voilà, position géométrique. On met un repère quand on a un positionnement en fonction du temps. Ou on peut étudier le repos, hein, la cinématique, la dynamique et la statique, mettre tous les trois en place des repères. Hein. Voilà, ils mettent tous les trois des repères pour avoir des positionnements de points géométriques, qu'ils soient fonction du temps ou pas. Mais c'est aussi pour, bien sûr, comme on va manipuler des vecteurs, ben, établir voilà, des compositions de vecteurs, des compositions vectorielles. Donc on aura l'établissement de composantes vectorielles. Composantes vectorielles, puisqu'on va, là, on va jouer avec des forces, voilà, et donc des forces et des contraintes de force. Donc, ce sont des composantes vectorielles. Ici, ce sera des contraintes. Là, les formes que je vous ai mis ici, la pyramide, et là, parallélépipède de rectangle, voilà, c'est pour, enfin, le tétraèdre ici, le tétraèdre, et le, comment on appelle ça, ouais, c'est le tétraèdre, parce qu'il y a bien 4 faces. Ben, le tétraèdre et comment on appelle ça, le parallélépipède rectangle, là-bas, voilà, auront des, si on a mis un volume fictif, c'est pour étudier par exemple les contraintes. Donc les contraintes, c'est des notions vectorielles. Donc si on met un rectangle, c'est pour une décomposition des composantes vectorielles au sein du repère. Et donc qui dira multitude de composantes suivant x, y, z, on aura aussi bon, l'apparition de matrices. Hein. Donc on aura bien sûr des matrices. Des matrices pour mieux organiser les données, des composantes et voilà, s'il y a des systèmes de points, voilà, des systèmes de points, on utilisera voilà, des outils matriciels. Et donc, on pourra parler, bon, on pourra faire intervenir des Lagrangiens, si vous voulez, ou on peut faire intervenir des équations d'Euler. Voilà, ça dépend si on est au niveau de la position, en positionnel, ou si au niveau, voilà, voilà, ou pas. Bon, donc on pourra jouer avec des Lagrangiens, enfin manipuler les Lagrangiens ou des équations d'Euler. Donc voilà, la morphologie, vous avez vu à quoi elle peut. Et maintenant, cette morphologie, c'est le système, peut être contenu dans, bien sûr, des canalisations. Hein. Ces canalisations, ça peut être des tubes, des canalisations. Alors, le liquide, enfin le fluide peut être au repos ou en mouvement. Donc, il peut avoir des canalisations, des tubulures, tubulures, voilà, des canalisations, des tubes, tubulures, des tuyaux. Des tuyauteries. Attention qu'il existe un métier qu'on appelle le tuyauteur. Hein. Des tuyauteries. Alors on peut avoir des buses et tout ce qui s'ensuit, hein, des buses, on peut avoir, il existe toute une multitude voilà, de noms pour voilà, faire circuler les fluides. Parce que le fluide peut être au repos, par exemple je pense à un fluide dans un réservoir qui n'est soumis à aucune vibration, mais il est au repos. Maintenant, si voilà, il est en mouvement, ben, il va passer d'un point A à un point B. Voilà. Alors comment le mettre en mouvement? Soit avec la gravitation, soit le faire monter avec une pompe. Avec des pompes. Voyez, tout à l'heure, je vous donnais tout un ensemble de noms de pompes. Hein. Il existe toute une multitude de pompes. Voilà. Voilà. Alors, les tubes ils peuvent être des tubes en U. La forme des tubes peuvent être des tubes en U, des S, des L, des L cassés. Voilà, on peut avoir des courbes. Des courbes. Alors oui, tout à l'heure, dans la morphologie, j'ai oublié de vous dire, on peut avoir, voilà, si je dessine une ligne, eh ben, on peut avoir un rayon de courbure. Hein. Donc là, je vais appeler ρ le rayon de courbure, ou R le rayon de courbure. Hein. Par rapport à un centre ici, voilà, et là j'ai une ligne
Le système est une ligne. Voilà, et là j'ai un rayon de courbure. Il faudra tenir compte d'un rayon de courbure. Voilà. Donc, donc, ce qui va contenir le fluide peut être des tubes, des canalisations qui peuvent avoir diverses formes. Bon, ça c'est le système, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. C'est parce que j'avais oublié de vous parler de ça, de la ligne avec le rayon de courbure. On peut avoir ça, ce cas de figure-là. Voilà, c'est une ligne, hein, le système est une ligne. Mais alors, ça n'a rien à voir. Ça, là où va circuler ou rester au repos le, le fluide. Il peut être circulé dans un tube, dans une canalisation, il peut circuler dans une tubulure, dans un tuyauterie, et bien sûr peut passer d'un point A à un point B au travers de pompes. Hein. Par exemple, je pense à une voiture, la pompe à essence, l'essence passe dans le moteur via une pompe à essence. On a la pompe à injection pour les diesel. On a la pompe voilà, pour faire remonter l'eau du réservoir lave-glace vers les carreaux. On a la pompe à eau pour ramener de l'eau voilà, dans le moteur et refroidir le moteur. Voilà. Donc on voit que partout il y a des fluides. Bon, pour faire circuler le fluide, généralement, il faut un travail moteur. Le travail moteur est apporté voilà, par des pompes. Alors maintenant, le fluide il peut tomber par gravitation. Bon, il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire circuler un fluide par une pompe. Pour le faire monter, on est d'accord, mais pour le faire descendre, la gravitation suffit. Voilà. Alors, voilà, donc vous voyez qu'on a les tubes peut-être. Par exemple, les tubes en hydrostatique, on utilise assez souvent les tubes. Hein, les tubes en U. Alors, en hydrostatique, on utilise souvent les tubes en U. Voilà, par exemple, les manomètres. Les manomètres qui sont des tubes en U. Voilà. Bon, maintenant, vous commencez à voir qu'il faut d'abord un système. Il faut une morphologie du système. Une fois qu'on a ça, maintenant, il faut définir les paramètres du système. Et les paramètres du système, pour le fluide, mais ça peut être la vitesse. Alors, dans la vitesse, on distingue la vitesse, s'il y a une vitesse, bien sûr, hein, vitesse, parce que s'il est au repos, il n'y a pas de vitesse. Vitesse maximale, vitesse moyenne, vitesse instantanée, comme en cinématique. Hein. Si vous faites de la cinématique au niveau, ben, vous allez avoir tout ça. Hein. Cinématique du fluide. Hein. Attention que bon, c'est la même chose que la vitesse cinématique on a vitesse maximum, vitesse moyenne, vitesse. Là, j'ai oublié quelque chose, c'est instantané. À un instant donné, on peut avoir la vitesse. Voilà. Alors, on peut avoir, bien sûr, des notions de force. Et ça, c'est fondamental puisque le fluide est défini en fonction de la force tangentielle. Voilà. Donc, on peut avoir des forces normales et des forces tangentielles. Voilà. Alors, on peut avoir une masse, mais ça c'est pour les corps solides, mais pour les corps, les fluides, on parlera généralement de masse volumique. Voilà, masse volumique. Attention qu'il y a des corps incompressibles, les liquides sont incompressibles, mais les gaz sont compressibles, mais ils peuvent être rendus incompressibles. C'est pas parce qu'un gaz est incompressible que ça il est toujours incompressible. On peut rendre le gaz incompressible. Voilà, même en général les gaz sont compressibles. Voilà, voilà. Donc attention à la masse volumique. Voilà, parce que la masse volumique d'un gaz dépend de la pression et de la température. Attention à ça, masse volumique d'un gaz qui dépend voilà, de la pression et de la température. Voilà. Alors on peut avoir la masse volumique, la force, la vitesse, c'est toutes des notions physiques, ça, vous comprendrez. On peut avoir les forces vont intervenir au niveau statique et dynamique. Hein. Voilà, ils vont intervenir au niveau statique, au repos et en mouvement, hein, statique et dynamique. Voilà, alors on peut avoir la masse volumique, on peut avoir les hauteurs. Les hauteurs, différentiel d'auteur, la vitesse, ça je l'ai dit, et qui dit force dit pression, dira pression. Qui dit force dira pression. Voilà. Et qui dit vitesse dira débit. Débit massique, débit volumique, massique, volumique, voilà. Débit massique, volumique, etc. Voilà. Alors,
vous voyez qu'est-ce qu'il y a de relié un petit peu à tout ceci, ben, de la thermodynamique. Voilà, parce que on a derrière tout ça l'énergie cinétique, un demi mv carré, cinétique, voilà, on a l'énergie cinétique, un demi mv carré, donc on a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, parce que vous avez la hauteur H, l'énergie de pression, parce qu'on a la pression, l'énergie de pression, voilà, et on a l'énergie, voilà, des travaux de force de frottement, énergie, travaux de force de frottement. Ouais, j'ai oublié quelque chose ici, comme on parle de force, mais on aura des travaux, hein. On aura des travaux qui vont venir, on aura les travaux des forces existantes. On aura des travaux de force existantes. Par exemple, je parle de travaux de force, les travaux de force de frottement, voilà, sont dus aux forces de frottement. Force de frottement. Voilà. Bon, alors pour ça, vous comprendrez que qui dit vitesse ici, dit fluide qui existe, hein. Le fluide existe. Le fluide existe. Voilà, on a un corps. Peut-être un corps pur ou un mélange, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. C'est un liquide ou un gaz. Ça peut être un liquide ou un gaz, ou ça peut être les deux, hein. Et peut-être à l'état liquide et vapeur en même temps. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être un liquide ou gaz ou un liquide. Ouais, je peux avoir l'état liquide plus vapeur. Voilà. Ça reste toujours un fluide. Je pense au fluide frigorigène quand il circule. Bon, à un moment donné, les vapeurs plus liquides. On a un titre vapeur, hein. Alors, je disais que si le fluide existe, et s'il est, bon, peut-être soit au repos ou en mouvement. Ouais, s'il est au repos, on fera de la statique du fluide. S'il est en mouvement, ben, ça dépend. Si on veut étudier les forces relatives qui provoquent le mouvement, là, ça sera de la dynamique. Sinon, on fera de la cinématique si on étudie que les vitesses. Les vitesses en fonction du temps. Les positions en fonction du temps. Hein, voilà. Si on veut, à ce moment-là, si on veut faire de la cinématique, on a besoin des positions. On a besoin du positionnel. La position et bien sûr du temporel. On a besoin du temps. Voilà. On aura besoin du temps. Position et temps. Bon. Ce qui veut dire que position et temps, je vous ai dit tout à l'heure, ça nécessitera un repère inertiel ou un repère, je veux dire, avec une origine bien sûr, voilà, 3 vecteurs de base. Si on est dans l'espace, bien sûr, parce que si on est dans le plan, ça dépend le système. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'espace ou dans le plan? Ben, c'est le système. C'est le système que vous allez prendre qui va définir si vous êtes dans le plan, dans l'espace ou sur une ligne. Pourquoi pas? JK. Voilà. Ou E1, E2, E3. On a ici on a un repère direct. Alors, on travaillera pour harmoniser les études, on prendra le repère direct. Et le repère direct, c'est quand vous faites tourner de I vers J, mais vous obtenez K. Voilà. Vous faites tourner un tire-bouchon de I vers J. Voilà. Bien sûr, il faut que le tire-bouchon tourne dans le bon sens, parce que s'il peut avoir un tire-bouchon à l'envers, vous tournez avec le tire-bouchon, et normalement, voilà, le vecteur K va monter. Si vous faites tourner de I vers J un tire-bouchon, c'est-à-dire I vers J, c'est dans le sens horlogique. I vers J, c'est le sens horlogique. I vers J, ouais, parce que si je devais redresser là comme ceci, le I, voilà, là j'ai le I, voilà, là j'ai le J, voilà, et le K, il est euh, euh, entrant. Ouais. Je tourne le I vers J, donc c'est le sens horlogique. Hein, les aiguilles d'une montre, ça tourne dans les aiguilles I vers J, et là le K il doit être entrant. C'est-à-dire, entrant doit avoir une flèche qui ressort. Quand on a une flèche, on a ceci
et voilà, et ceci. Voilà, on voit la croix ici. La croix qui est ici, ben, on la voit là parce que la flèche est rentrée. Donc ça veut dire que le vecteur K rentre. Il rentre dans le plan que je vais appeler le plan pi. On a un plan pi ici, et le vecteur K rentre dans le plan pi. Voilà, donc on va faire du positionnel, bien sûr en fonction du temps. Si maintenant on a des vitesses, parce que s'il est au repos, on fera de la statique du fluide. Voilà. Alors, le fluide, c'est une substance. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il est liquide ou gazeux que ça change quelque chose. Hein. On peut le remettre liquide, solide si on veut, hein. Ça dépendra de la température. Voilà. Pour aller du solide au liquide, il faut une température de fusion. Pour aller au gaz, il faut une température de vaporisation. On peut faire voilà, une transformation inverse pour le rendre liquide ou pour le rendre solide. Donc ici, il n'est pas immuable. Hein. Si vous avez par exemple une voiture en hiver, vous la laissez au froid, à un grand froid à l'extérieur, mais l'eau de refroidissement va geler. C'est pour ça qu'on met voilà, il va devenir solide. Là, hein. Là, le moteur, vous ne saurez plus le démarrer hein, d'office. Ça constitue des grands problèmes pour les systèmes de refroidissement qui utilisent de l'eau. Ben, c'est pour ça qu'on met des produits, hein, des produits de refroidissement qui sont autres que l'eau, qui descendent la température de congélation, voilà, de l'eau à une température plus basse. Ou alors on utilise que voilà des fluides spéciaux qui permettent une température de congélation beaucoup plus basse, moins 25, parfois voire moins 30 degrés, pour que le système continue à fonctionner même à des régimes de très grand froid. Des régimes de très grand froid. Bon, alors maintenant vous comprendrez qu'il y a aussi d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, notamment quand vous allez voir les forces. Ici, les forces vont faire apparaître de nouveaux paramètres. Hein. Si on est en mouvement. J'entends par là la viscosité. Viscosité, voilà. Alors pour avoir un mouvement, une différence de pression permettra, je veux dire, un mouvement. Voilà. Alors pour ça, je vous ai dit que quand on fera l'étude de tout ça, il faut un système de référence. Il faut un système de référentiel. De 1 pour les vecteurs et de 2 pour les positions. Position x, y, z. Position d'un point x, y, z. Et quand on a des forces ou des vitesses, ben, c'est pour avoir les composantes des vecteurs vitesse et voilà et force. Alors maintenant, on va aller petit à petit vers la définition du fluide. Donc je vous ai dit que les fluides, ce sont les liquides et les gaz. Alors pourquoi dit-on liquide, ce sont les liquides et les gaz? C'est lié avec les forces tangentielles justement. C'est lié avec les forces tangentielles. Alors si je prends un solide, je vous ai dit tout à l'heure que la mécanique du solide peut nous aider au niveau de ces lois. Voilà, je vais prendre un solide. Voilà, on va prendre un cylindre. Voilà le système. Je prends un cylindre. Voilà. C'est un solide, c'est un système voilà, que j'isole au niveau solide. Voilà. Vous voyez que ça c'est un cas de figure du système, mais solide ici, il est solide. Hein. Attention que c'est un solide. Je vais faire une comparaison avec le solide pour définir ce que c'est que le liquide. Alors, le solide, ben, il possède des forces internes. J'entends par là, tout d'abord, c'est pas une bonne vue pour voir ça, appréhender les choses. C'est pas une bonne vue. Alors, pour avoir une bonne vue, je vais regarder le cylindre de ce côté-là, voilà, de profil. C'est-à-dire que je vais faire une coupe, comme ceci. Ouais, ici, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais couper avec ceci. Voilà, je coupe par un plan. C'est un plan de coupe. Alors, ça, c'est le plan qui va permettre ma coupe de mon cylindre. Voilà. Voilà mon plan de coupe. C'est-à-dire maintenant, si je regarde comme ceci, ben, j'ai un rectangle.
j'ai un rectangle. Voilà. Donc maintenant, mon étude va porter sur ça. Alors, je vais faire, comme c'est un solide, d'ailleurs, je vais encore le rappeler que c'est un solide, une analogie pour définir la notion de fluide. Alors, voilà, ça c'est ma vue, c'est la vue grâce au plan de coupe. Plan de coupe que j'appelle alpha, c'est le plan alpha. C'est le plan alpha. Le plan alpha, si vous voulez, c'est ceci. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Voilà mon plan alpha. Par contre, il doit me couper ça aussi, voilà. Et en coupant ceci, ben, il me reste, en regardant de face, un rectangle. Donc, ça veut dire que vous voyez que mon système, pour l'étudier, je dois avoir une certaine vue. C'est l'imagination plus une observation de cette vue imaginative. Donc là, je vais faire l'étude sur ça, du solide. Et là, le solide, ben, elle est animée de beaucoup de force. Hein, beaucoup de force. Qui est rassemblée par une seule force. Voilà, que je mette au centre de la surface ici. Là, on a une section. Donc là, en vérité, on a une force qui fait comme ceci. Voilà. Voilà. Pourquoi comme ceci? Parce que elle est décomposable, bien sûr, dans un système à repères. Je vais mettre un repère tout de suite. Je vais mettre un repère. Voilà. Je vais mettre avec cette couleur là. Si je mets un repère, voilà, un axe comme ceci, et comme ceci. Bon, que je peux appeler XY, hein, ou IJ. Voilà, bon, voilà, un axe X, l'axe X il est là, et l'axe Y il est là. Bon, alors ça me permet de faire quoi? Ben, de décomposer le vecteur ici. Le vecteur qui est là. Alors, si je décompose ce vecteur-là, ben, je vais avoir... il va se décomposer ici. Hein. Voilà, en gros, je l'ai, donc je peux l'effacer. Voilà, donc il va être ici. En gros, il va être ici. Donc la décomposition va être ici et là, en gros. Bon, ce qui veut dire que là, je vais avoir une composante comme ceci, suivant l'axe des Y qui sera comme ceci, et suivant l'axe des X, comme ceci. Voilà la décomposition. La décomposition de la force, F. Voilà, comme ceci et comme ceci. Bon, alors, ça, c'est la force qui agit sur la section, qui va bien sûr de là à là. La section, si vous voulez la voir, il faut la regarder de ce côté-là, vous aurez un cercle. Hein. Voilà, un cercle, mais comme on a fait une coupe, ouais, j'ai fait une coupe comme ceci, mais maintenant, si je veux regarder un cercle, voilà, là j'ai le cylindre. Hein. C'est vrai que si je regarde comme ceci, là il faut regarder le cylindre complet. C'est vrai que j'ai fait une coupe, c'est pour vous dire qu'on avait un rectangle. Hein. C'est pour vous dire qu'on avait un rectangle. Mais c'est vrai que j'ai fait une coupe pour, voilà, pour vous dire on aurait un rectangle, c'est juste pour ça, mais c'est vrai que quand vous regardez de ce côté-là, on a toujours la base du cylindre qui est un cercle. Hein. Voilà, donc la section c'est là, elle est là. Alors vous avez la force d'action qui agit voilà, au centre, qui représente toutes les petites forces totales, les forces totales voilà, qui agissent sur la surface ici. C'est la force là, F. Voilà. Alors on a fixé, ça c'est le centre du cercle. Et là, on a là une composante tangentielle de la surface, S, et là, vous aurez compris que ça, force normale de la surface. Voilà. Et donc, si on a affaire à un solide, c'est le cas ici, on a une résistance, le solide résiste à la force tangentielle qu'on appelle force de cisaillement. Ça, c'est la force
tangentielle, c'est la force de cisaillement. Voilà. Et ça, vous aurez compris que c'est la force de compression. Force normale, c'est force de compression. Bon, alors pourquoi il ne se tord pas? C'est parce que justement, on a affaire aux forces de cohésion. Hein. Les forces de cohésion internes font en sorte que bah, on n'a pas de torsion parce que c'est insolide. Il reste solide. C'est solide, c'est costaud. Sauf si maintenant on viendrait à avoir voilà, des forces de cisaillement tellement importantes. À ce moment-là, si on dépasse des limites, il existe des courbes en résistance des matériaux pour lesquelles on a des lois, la loi de Hooke, on a des domaines, hein, domaines voilà, de déformation. À un moment donné, bon, on ne peut pas déformer comme on veut. Hein. Si vous faites une traction, la traction ne peut pas déformer comme on veut. À un moment donné, il y a la loi de Hooke qui est linéaire, mais à un moment donné, bon, on peut arriver à une zone d'élasticité, de plasticité, et puis une zone de rupture. Voilà. Et donc, euh, mais tant qu'on ne dépasse pas la zone de rupture, ben justement, voilà, on calcule voilà, la contrainte qui est la force par unité de surface. La force par unité de surface, on calcule la contrainte pour qu'on ne dépasse pas la contrainte de rupture. Hein. Contrainte de rupture. Voilà. Donc, ici, dans un solide, y aura-t-il est-ce qu'il y a des déformations? Mais des minimes. C'est des déformations minimes. Bon, c'est pas visible, c'est pas perceptible, tellement c'est minime. Voilà, la force de cisaillement, voilà, c'est infinitésimal, on va dire, ce qui se passe pour les forces de cisaillement. Maintenant, si on pousse très loin, oui, là c'est plus infinitésimal. Hein. Plus on va amener des forces de cisaillement, euh, voilà, si les forces de cisaillement font plutôt ceci, voilà, si on a des forces qui sont répercutées plus dans ce sens-là, voilà, là on a une petite composante normale, mais une plus grosse composante tangentielle. Hein. Voilà, et le tout c'est de ne pas dépasser, voilà, euh, parce qu'on peut avoir un cisaillement, on peut avoir une rupture. Voilà, on peut avoir une rupture par cisaillement. Ça va se couper, ça va se, on va, comme on va dire, c'est comme c'est un déchirement, hein, comme un, voilà. Et là, bien sûr, ça arrive, la résistance du matériau et calcule justement des poutres, en U, en L, peu importe, euh, pour justement regarder comment est son comportement pour la construction des ponts, pour la construction des grands bâtiments, des gratte-ciel, etc. Bon, là, il ne faut pas que bon, il y ait des ruptures parce qu'il y a quelque chose qui a bougé par un tremblement de terre ou quelque chose comme ça et qu'il va y avoir un effondrement du fait que on a atteint les limites de résistance d'un matériau, par exemple, voilà, d'un certain matériau. Pour avoir un effondrement. Donc la résistance des matériaux étudie tout ça. Mais donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, euh, les, euh, les solides ben, résistent aux forces de cisaillement et de compression. Donc, ce qui veut dire, si ça résiste, ça veut dire qu'on a un équilibre. Hein. On a juste un équilibre. Les solides restent en équilibre. Puisqu'ils résistent aux forces de cisaillement et de compression, ils sont en équilibre. Mais ce n'est pas le cas pour les fluides. Et justement, le problème, il est là. Voilà. Pourquoi le liquide coule? C'est parce que là, à ce moment-là, je vais changer le tout. Je change le tout. Voilà. Maintenant, j'ai mon système qui est le même. Je vous ai dit, je prends les solides et je discute sur les solides avant de discuter sur les liquides. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ma technique pour expliquer à partir de choses connues. Maintenant, pour les liquides, on voit bien que c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que la force, le liquide ne va pas résister aux forces de cisaillement. C'est-à-dire que là, on n'a plus de résistance et le liquide va couler. C'est dû aux forces d'interaction moléculaire, aux forces de cohésion. Voilà. Donc,
C'est pour ça qu'on aura un écoulement. Donc en fait, euh, ici, la force de cisaillement, comme il ne résiste pas, ici il ne résiste pas, on n'a pas d'état d'équilibre ici, hein, l'équilibre est rompu, eh bien on a une force de cisaillement, donc il ne résiste pas, bon, on va avoir un mouvement. Dès le moment où on a une force tangentielle, on aura un mouvement. Le fluide ne sera plus au repos. Voilà. Le fluide ne sera plus au repos, il sera en mouvement. Voilà. Et donc, qui dit mouvement, dit... bon, et ça va couler. Hein. Ce qui est ici, on a des forces de tangentielle, ça va couler. Ça va couler. Donc, on aura... ça va couler ici. Puisque ça ne résiste pas, ça coule. Et donc, couler dit écoulement. Donc, voilà, par définition, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Un fluide, c'est quelque chose qui s'écoule. Il s'écoule, pourquoi? Parce que c'est justement à cause de... on a la présence de forces tangentielles qui vont provoquer, je veux dire, si vous voulez, un mouvement. Et ça, c'est vrai pour les liquides et pour les gaz. Enfin, pour les liquides, en tout cas pour les liquides. C'est vrai pour les liquides. Ça, c'est un écoulement liquide. Hein. Je parle d'écoulement liquide, c'est vrai que je ne parle pas pour les gaz. C'est un écoulement liquide. Bon, les gaz, c'est vrai que ils peuvent s'écouler, mais voilà. Ils peuvent s'écouler aussi, les gaz. Ils peuvent s'écouler aussi. Donc, on entend généralement par fluide les liquides et les gaz qui peuvent, enfin, je dirais plutôt qui possèdent, contrairement aux solides, la propriété de s'écouler. Voilà, donc ça s'écoule. La propriété, ils ont une propriété d'écoulement. C'est pour ça qu'on dit fluide. Alors maintenant, pour ceux qui ont travaillé dans une verrie, ils savent très bien que le verre n'est pas solide. Hein. Le goudron n'est pas solide. Parce que, quelque part, il coule. Mais si lentement qu'on essaie de... voilà, très lentement. Mais malgré tout, on les considère souvent comme des solides. Mais en fait, ce sont voilà, des fluides. Parce qu'ils coulent, mais très légèrement, ça ne se voit pas. Aussi bien le goudron que le verre. Et ceux qui travaillent dans les usines de verre le savent. Ça. Voilà. Et donc vous voyez qu'est-ce qui fait qu'on appelle fluide, ben, c'est l'écoulement. Et qui dit écoulement dit force. Et quelle force? Ben, c'est la force de cisaillement ici. C'est la force tangentielle. C'est la force tangentielle qui fait qu'on appelle ça un fluide. Un fluide. Donc vous voyez que quand je dis force de cisaillement rompt l'équilibre, ça veut dire qu'il y a des déformations. Hein. Voilà. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, enfin, je vais terminer cette vidéo ici. Hein. Voilà, pour vous dire. Voilà, ce qu'est un fluide. Je viens d'aborder ce qu'est un fluide. Un fluide, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Ben, on entend généralement par fluide les liquides et les gaz qui possèdent, contrairement aux solides, la propriété de s'écouler. Ça, c'est dû aux forces tangentes. L'existence de forces voilà, de cisaillement qui rompent l'équilibre et qui permettent un certain mouvement. Attention, s'il n'y a pas de force tangentielle, il n'y a pas de mouvement, on est au repos, on est en statique. On aura un fluide statique. Voilà. Soit on a un fluide statique si on n'a pas de force tangentielle, ou si on a des forces tangentielles, on aura un fluide en mouvement. Voilà, je vous remercie beaucoup.